Hey, on refait-tu le monde? Ce balado est le résultat d'un projet qui visait à rassembler et créer un espace de discussion confortable au sujet de la crise environnementale. Je m'appelle Chloé, j'aime apprendre sur la complémentarité indéniable des arts et des sciences, et c'est pourquoi j'ai invité 8 visages dans l'optique de jaser d'environnement autour d'un boire. On a fourni à l'avance 5 questions à tous les invités afin d'encadrer avec souplesse la discussion, comme un genre de moule à muffin ben mou. La formule participative a permis au public d'intégrer la discussion tout au long des conversations, mais on n'a pas tous les mêmes expertises. Je vous invite donc à écouter nos échanges dans le respect et surtout dans la douceur. J'espère qu'on pourra vous brasser les idées et vous inciter à vous poser une couple de questions. Bonne écoute! 5 septembre 2020, encore sur la beach du Seashack en Haute-Gaspésie. On refait le monde avec Nicolas Roux, juste avant qu'il parte pour faire la plus longue traversée nord-sud du Canada à force humaine. Épisode numéro 1. Hey, bonjour tout le monde! Bonjour! Je me présente, moi c'est Chloé, je suis avec Nicolas Roux. Yeah! Hey, méchant beau décor pour faire une présentation sur ce qui me passionne, ce qui me drive dans la vie. Je me présente 2-3 mots pour décrire je suis qui. En fait, moi, j'ai une formation comme prof au secondaire en histoire-géographie. J'ai gradué en 2017. Puis les 2 dernières années, j'ai enseigné en plein air. J'avais la chance, en fait, de donner des cours d'éducation physique, mais tout le temps à l'extérieur, avec des jeunes, surtout en secondaire 1-2, qui sont vraiment jeunes, là, ils ont 13-14 ans, puis on leur apprend à apprécier l'activité extérieure, bouger le plus possible dehors, profiter des 4 saisons qu'on a au Québec. Puis ça a été une expérience mémorable. Là, présentement, je viens de commencer un nouveau poste aux Amis de la Terre. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des Amis de la Terre, c'est les Amis de la Terre de Québec. En fait, c'est une petite organisation communautaire qui vise à faire des activités éducatives, faire de la sensibilisation pour, en fait, favoriser une transition vers une société écologiste. On fait des conférences sur le zéro déchet, sur la lutte au gaspillage alimentaire, sur la décroissance, la transition énergétique, etc. C'est vraiment passionnant. Puis, en fait, l'éducation transcende après toutes les sphères de ma vie. Aujourd'hui, là, j'ai la chance de vous présenter en particulier tout ce qui a trait à mes expéditions, en fait. Puis, attachez votre truc parce que ça va vraiment décoiffer. Je ne sais pas si vous êtes prêts à ça. C'est en fait une présentation qui focus sur justement toutes les expéditions que j'ai faites, mais surtout sur la prochaine qui va être assez intense. En fait, depuis les dernières années, j'ai concentré mes efforts à en fait, développer une expertise dans tirer des choses très lourdes dans des environnements très froids, puis d'apprendre à aimer ça. En gros, là, c'est un vrai ça. J'ai appris à faire des expéditions de ski par moi-même, de ski en région très, très froide. On est tout le temps une gang, tout seul, ça, c'est un autre niveau. Mais c'est des contextes assez particuliers où on apprend très, très, très vite. Et la prochaine expédition qu'on va faire, en fait, c'est en mars 2021. Et je vous présente à l'instant la carte du parcours de ma prochaine expédition. On va tenter d'être les premières personnes à faire la première traversée complète du Canada dans un axe nord-sud à force humaine sans interruption. Attention, spoiler, on a tellement trippé à jaser avec Nicolas qu'on a décidé de séparer l'émission en 2. La première partie que vous écoutez actuellement se concentre sur ses aventures nordiques. C'est vraiment intense. Ça fait 2 ans et demi qu'on prépare ça. Pourquoi on fait ça? En fait, ça n'a jamais été fait, premièrement. Il n'y a jamais personne qui a tenté de faire ça. Puis, il y a sûrement des raisons pour ça. C'est qu'il n'y a personne assez stupide pour le faire. Sauf moi, exactement. Ça demande tellement d'engagement d'un point de vue financier, d'un point de vue de temps, d'un point de vue de préparation mentale, préparation physique, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont comme ce loisir-là. Moi, en fait, je suis jeune, puis j'ai pas d'argent, mais j'ai du temps. Donc, on va se faire laisser au point le plus au nord du pays, une petite île qui s'appelle Wardent Island, au nord du Nunavut. Ça se trouve à 800 km au sud du pôle Nord. Okay? C'est vraiment, vraiment au nord. On se trouve à environ 800 km de la communauté inuit la plus au nord au Canada. C'est vraiment pas à porte.
On fait 3 mois de ski dans le Haut-Arctique canadien en skiant sur la banquise et non pas sur le continent parce que ça serait beaucoup trop vallonné. On tire tout notre matériel dans des traîneaux qu'on appelle des poulkas. On avance environ à 2-3 km/h. C'est vraiment, vraiment lent. Après ça, deuxième partie, c'est du canot. Quand on arrive à la partie continentale du Nunavut, là, on tombe en canot. Donc, on switch nos skis pour nos pagaies et on remonte des rivières sur environ 1600 km pour totaliser 2000 km de canot. Il y a de la descente de rivière, il y a des portages, des rapides. Il y a un moment où est-ce qu'on va sûrement en fait tirer nos canots sur la glace pendant plusieurs centaines de kilomètres. Moi, c'est la partie qui me fait le plus peur de l'expédition. Et ça termine avec une section de vélo de 4000 km à partir des premières routes forestières de la Saskatchewan. Les premières routes, en fait, où on arrive, c'est à ce moment-là qu'on fait la transition du canot vers le vélo. On enfourche nos bikes puis on descend jusqu'à Pointe-Pelée, qui est la partie la plus au sud du Canada, qui est comme imbriquée dans le lac Erie. C'est une pointe de terre. C'est là le point le plus au sud du Canada. C'est collé sur la frontière américaine. Fait que tout ça, ça totalise 8000 km d'expé. C'est 6 mois de déplacement. Puis quand on calcule toutes les pauses, tous les moments où on va faire de la science, parce qu'il y a une partie, il y a un volet scientifique à tout ça que je vais décrire plus loin, tous les moments où est-ce qu'on s'arrête pour partager avec la communauté inuit puis prendre du repos, bien, ça totalise 7 mois. C'est l'équivalent de se rendre à vol d'oiseau à Athènes. Je m'amusais à faire des comparatifs un peu comme ça. J'ai aussi calculé que c'était la même distance que d'aller à Thunder Bay en passant par Ottawa puis par Détroit, aller-retour. Mais c'est un peu moins glorieux. Mais c'est ça. Pour mettre un peu en perspective, c'est ce genre de paysage-là qu'on voit constamment pendant 3 mois de ski. C'est blanc pas mal, c'est beaucoup d'efforts au quotidien. C'est laborieux, c'est beaucoup de misère. Tu vois pas le bout, souvent, exactement. Cette photo-là est malade, je l'adore. Cette photo-là, c'est la fois parce que mon ami Guillaume a perdu sa mitaine dans le vent. Il fallait qu'il court. Puis quand il est venu pour, en fait, partir en course après sa mitaine, parce que tu ne peux pas perdre ta mitaine, c'est comme pas une option, il était encore accroché après son traîneau qui pèse comme 200 livres. Puis là, il ne savait pas quoi faire, c'est moi qui l'ai décroché. Il est parti à la course, à frétiller au vent, puis il a réussi à la grabber comme ça super rapidement. Mais ça, c'est sa face en revenant vers nous. T'sais. Cette photo-là exprime toute la misère qu'on se donne. Pourquoi, au fond? Ben, c'est pour avoir accès à des scènes, des paysages, des scènes du territoire que personne n'a accès au final. La première partie du balado est une présentation qu'il a donnée à l'aide d'un PowerPoint. Je vous garantis toutefois qu'il détaille si bien chacune des images qu'il n'est pas nécessaire de le voir, on peut simplement l'écouter. Je tenais tout de même à vous le dire pour que vous compreniez certaines de ces tournures de phrases. C'est pas le lac Louise. C'est le réservoir Manicouagan. C'est l'œil du Québec sur la côte nord qui est en territoire Innu. Le territoire Innu au Québec, on l'appelle le Nitassinan. C'est important de reconnaître qu'on est allé sur le territoire Innu. On a fait le tour, en fait, du réservoir. C'est 200 km. On l'a fait en 3 semaines, puis ça, c'était juste pour s'entraîner. Mais c'est ça, quand je parle d'engagement physique puis mental, c'est le genre d'expédition qu'on fait juste pour s'entraîner. C'est le genre de scène auquel on assiste. C'est la récompense, au final. C'est le reward à tous les efforts qu'on met dans ce genre d'expédition-là. Comment on en est venu à avoir l'idée stupide, au fond, d'aller traverser le Canada par nos propres moyens, parce que je dis stupide, je ne devrais pas dire ça, c'est juste vraiment audacieux, mais ça émane d'un ancien projet qu'on a fait, de l'expédition qu'on a faite en 2018. Puis pour comprendre pourquoi on décide de continuer de mettre de l'énergie là-dedans, même si au final, ça ne nous paye pas, là, on paye beaucoup de notre poche pour faire ça, évidemment. Vous allez peut-être comprendre les raisons qui nous mènent à faire ce genre d'expédition-là. Si je vous raconte la dernière expédition. On voulait aller visiter les monts Torngat, qui sont une immense chaîne de montagnes au nord du Québec. C'est à cheval entre le Labrador et le Québec, le Nunavik. Mais on voulait se rendre par nos propres moyens. Ça impliquait de partir de Shefferville, de se rendre là-bas en train, puis là, de se faire dropper par le train en plein milieu du territoire et de partir par nos propres moyens, descendre une immense rivière qui s'appelle la rivière Georges, qui nous amène jusqu'à la baie d'Ungava, et ensuite de traverser la péninsule du Québec-Labrador en remontant à une autre rivière qui s'appelle la rivière Korok, qui nous amenait jusqu'à la mer du Labrador, dans l'océan Atlantique,
où on allait pagayer pendant 600 km sur la côte. On a descendu par le long de la côte du Labrador. Tu vas voir, là, y a pas de tu parles de chien de traîneau? Ça, c'est quand on a commencé l'expédition. On est parti en canot, mais en les tirant dans la glace. C'était le 7 juin 2018. Tous les lacs étaient glacés au Labrador. On a tiré nos canots pendant 160 km. Il a fallu se frayer un chemin dans la glace, apprendre à gérer comment savoir quand la glace peut te supporter, comment savoir si elle va casser sous tes pieds. Au final, tout le monde a passé au travers de la glace plusieurs fois. On a appris à vraiment évaluer la qualité de la glace. On a fait beaucoup de portages sur les banquiers, sur des images qui s'en viennent. C'est beaucoup de connaissances qu'on a apprises sur le tas de façon autodidacte par nous-mêmes, en équipe unie, si on veut. D'un point de vue physique, ça a été vraiment éprouvant. Moi, je n'avais jamais fait ça. Puis le fait de se rendre compte que des canots, en fait, c'est comme tirer un traîneau. Il n'y a pas de différence. Puis l'hiver, on fait ça tout le temps là, en expédition. On tire tout notre matériel dans des traîneaux en ski. Puis ça nous amène à avoir des territoires incroyables. Mais on peut faire la même chose avec des canots. C'est juste qu'il n'y a personne qui le fait. Fait qu'il faut juste comme sortir du cadre de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Puis quand tu réalises que ça se fait, là, il y a comme une myriade d'expéditions, de paysages que tu peux accéder à des moments de l'année que tu croyais qu'il était impossible. Quand je parlais de misère, là, c'est, tu portages dans des blocs de glace immenses qui peuvent être gros quasiment comme le bar qu'il y a là, puis je niaise même pas. Des blocs de glace de 6, 7, 8 mètres de haut qui sont créés par la débâcle des rivières dans le nord. Ce qui est ironique, c'est que sur le baril que Guillaume tient derrière sa tête, c'est pas de la nourriture, c'est pas de l'équipement, c'est du bois. Il traîne un baril rempli de bois, rempli de rondins d'épinettes noires, parce qu'il nous a bien arnaqués, en fait. Lui, il fait un doctorat en foresterie. Au moment de l'expédition, il est en train de faire son doctorat. Puis, il a trouvé le moyen de nous faire croire que c'était une bonne idée de faire de la recherche en écologie forestière, en expédition comme ça. Ce qui impliquait d'abattre des arbres, de récolter des rondins de bois puis de les ramener à l'Université Laval en pleine expédition où tout ce que tu prends à terre, là, tu le traînes sur toi, là, sur ton front, dans tes canots, en tirant, en partageant. C'est une des pires, meilleures idées qu'on a eues de notre vie. C'était vraiment laborieux. Des fois, on débarquait à une place, on venait de remonter 20 km de rivière, on venait de partager 1 km. Là, on arrivait à une place, là, Guillaume disait « Ah, c'est bon, on va échantillonner ici, ça va à terre, ça, on met ça à terre, ça, on met ça à terre. » On abattait 10 arbres, on dînait, on continuait de remonter la rivière à un autre 5 km, puis on se faisait un feu, puis on se couchait. C'était vraiment, vraiment flyé comme expédition. Une fois rendu dans la baie d'Ungava, il a fallu remonter une rivière, comme je disais, qui s'appelle la rivière Korok, sur 200 km. C'est vraiment remonter une rivière. Là. C'est vraiment intense. Il y a plusieurs techniques pour faire ça. On peut bagayer, on peut marcher dans le fond de la rivière quand c'est pas assez, quand c'est pas trop profond. On peut portager des rapides. C'est une excellente façon de passer un rapide en tant que tel. C'est beaucoup moins risqué. On a remonté cette rivière-là jusqu'au moment où on a atteint les monts Torngat, justement, qui était le clou du spectacle, qui était la raison ultime de pourquoi on faisait tout ça, en fait. C'était d'aller voir de nos propres yeux cette région-là qui est d'une beauté inestimable. Quand tu vas aller voir les monts Torngat en avion, je veux dire, il faut que tu prennes un forfait avec Parc Nunavik, ça va te coûter 7 000, 8 000, voire plus. Tu sais. Nous, on n'avait pas vraiment cet argent-là à mettre là-dedans. Puis on voulait faire ça de façon autonome. Ça ne nous intéressait pas de se faire guider. Je veux dire, nous, on a guidé des expéditions toute notre vie de jeune adulte, toute notre jeune vingtaine. On est capable de le faire par nous-mêmes. Tu sais. Mais ça impliquait de remonter des rivières, descendre des rivières en pleine débâcle, marcher sur la glace. C'est le prix qu'il fallait payer. Mais bref, on se retrouve devant un mur de roches devant nous. Et il faut trouver le moyen de le traverser. Pour ce faire, il y avait une toute petite rivière qui nous faisait passer en plein cœur de la chaîne de montagnes jusqu'à l'océan Atlantique. Cette rivière-là s'appelle la rivière Palmer. Elle avait déjà été remontée par 2 équipes dans les années 2000, 90, mais il n'y a personne qui l'avait descendue, cette rivière-là. Il n'y avait pas de carte. Tu as ta carte GPS, je veux dire, tu es capable de voir t'es où dans le territoire, mais il n'y a pas de carte pour te dire où sont les rapides, où est-ce que tu peux coucher, où est-ce que tu peux portager. C'est-tu une chute qui s'en vient ou c'est juste un petit rapide que tu peux passer le dos dans le nez? Il n'y a aucune information, puis ça, c'est complètement exaltant. On parle d'exploration. Bien sûr, on n'a pas de nommée de vallée, mais c'est l'exploration quand même, parce qu'au final, tu ne sais jamais à quoi la journée va ressembler. Tu te lèves le matin, tu n'as aucune idée si tu es en train de te mettre en danger
aussi, tout est sous contrôle. Ça demande une maîtrise de soi d'un point de vue psychologique assez béton. Au final, on l'a cartographié, cette rivière-là, on l'a analysée, on l'a observée du mieux qu'on pouvait. Et on en a fait une carte qui est disponible maintenant à tout le monde sur Internet pour tous les fous qui voudraient aller jouer par là. Ce que je déconseille fortement parce qu'au final, la rivière, elle se descend juste pas. Il y a trop de cassures, il y a trop. C'est toutes les lignes rouges que vous voyez, là, toute la nomenclature, les chiffres, là, c'est des rapides ou des chutes. Ça donne une idée, là, ça se descend juste pas au final. C'est pendant cette expédition-là aussi qu'on a fait l'ascension du mont d'Iberville dans une expédition de canot, ce que je pense que ça n'a jamais été fait. Il n'y a personne qui a fait ça. Donc, on monte par une vallée qui est spectaculaire, qui est complètement magique. On monte, on se croirait en Arizona. Et ça, c'est le type de paysage que tu vois au sommet du plus haut mont du Québec. C'est lunaire. Il n'y a aucune végétation, il n'y a aucune source d'eau, il n'y a pas de marais, il n'y a pas de lac, il n'y a aucun étang, il n'y a rien. Là. Sur le bord de l'eau, tu fais fondre la neige que tu vois là pour la boire. C'est super aride. Je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas de mammifères qui vont là. Ça, c'est notre camp de base à 1000 mètres. Et la dernière journée, il fallait aller faire l'ascension finale au mont d'Iberville. Expérience capotée de marcher dans ce territoire-là par nos propres moyens. Et là, finalement, on arrive au sommet du mont d'Iberville. High five, that's it. On jubile, on mange du beef jerky, puis on boit de l'eau. C'est comme une scène bien banale, au fond. Mais je me revire, puis je vois, entre deux montagnes, je vois quelque chose qui scintille, puis c'est un immense plan d'eau, puis c'est l'océan Atlantique. Puis je me souviens là, de m'être dit, en fait, là, l'expé n'est pas fini, là, dude. L'expé, elle continue. Là, on a atteint l'objectif, mais il faut revenir vers le sud jusqu'au village inuit de Nain où on voulait prendre l'avion. Parce que tu ne peux pas te faire évacuer au mont d'Iberville, là, ça va te coûter 15 000 $. Fait que si tu veux prendre l'avion d'un vol qui est comme régulier, il faut que tu ailles dans une communauté inuit. Puis c'était ça l'objectif. Donc, en redescendant la côte vers le sud, ça impliquait 600 km de pagaie dans ce genre de paysage-là complètement démesuré. Je veux dire, j'ai jamais, je pense, même dans la prochaine expédition, je ne pense même pas voir de paysage aussi cinglé que ça. On est en plein cœur des monts Torngat. Je veux dire, il y a des icebergs gros comme des buildings de plusieurs étages. À ce moment-là, on est au jour 50 de l'expédition, mettons 45 de l'expédition. Puis il nous en restait un autre 3 semaines, qui est pour faire environ 65 jours d'expédition. Plus long moment, sans prendre de douche, je pense que c'est 25 jours à peu près. Sans contact avec quelqu'un, pendant peut-être 30 jours, on n'a croisé personne. Ouais, tu sais, il y a un moment où est-ce que tu es à 3 semaines des villages les plus proches des deux côtés. Là, fait on se met à descendre vers le sud puis à faire notre besogne, c'est-à-dire pagayer là-dedans. Puis on se rend compte qu'effectivement, on ne peut pas, c'est ce qu'on avait prévu, mais là, ça nous saute en pleine face, c'est qu'on ne peut pas arrêter où est-ce qu'on veut, mais pas pantoute. C'est des falaises coupées au couteau qui ont l'air super sévères, ça a l'air super abrupt. Et il y a des places où on peut arrêter par tranche de 20-30 km. Fait que ça veut dire que si tu t'engages dans un segment de côte où tu ne peux pas t'arrêter puis que la météo tourne au vinaigre, ben tu es vraiment t'es dans la merde, là, vraiment. Là. La météo là-bas, c'est un des endroits au Canada où est-ce que ça change le plus vite. C'est reconnu pour être une des mers les plus difficiles à naviguer pour des paquebots. T'imagines quand tu es un petit canot de 16 pieds, là, tu te sens petit dans tes shorts en tabarnouche. Tu peux sortir ton canot nulle part dans ce genre de falaise-là. Alors, c'est vraiment sensationnel. Il ne faut pas trop s'approcher des icebergs non plus parce que ça peut virer, cette affaire-là. On en a vu des morceaux gigantesques se décrocher, l'iceberg se rééquilibrer lentement. C'est vraiment... Tu te rends compte à quel point... C'est cliché ce que je veux dire, mais t'es rien. Là. En tant qu'homo sapiens, on est fuck all là, dans ces territoires-là. Tu obéis à la nature, point final, that's it, end of the deal, end of the story. Tout ce que tu peux faire, c'est respecter ce que la nature te commande. Je me souviens, cette fois-là, on a pagayé 50 km puis on n'avait toujours pas trouvé de site où camper parce que c'était juste des falaises. Fait que là, maintenant, on arrive devant cette falaise-là qui mesure peut-être 10 mètres de haut. Là, on se dit, fuck that, on n'a pas le choix de dormir là. Fait qu'on on grève notre stock, on se passe les barils, on trouve le moyen, on monte le campement en haut. Là, il doit être environ 9h30 sur la photo, mais il fait encore soleil parce qu'on est dans le nord. Et là,
Moi, je fais un tour de garde parce qu'il y a des ours polaires là-bas, by the way. Fait que moi, j'ai le gun, puis c'est moi qui est en charge de surveiller la tente pour être sûr qu'il n'y a pas des ours polaires qui viennent manger mes amis. Et là, je m'éloigne un peu de la tente, puis je me mets à trouver des vestiges d'occupation du territoire centenaire, voire millénaire. Et là, je tombe sur des morceaux d'éclisse de quartzite qui ont servi à tailler des outils par des sociétés inuites ou thuléennes ou même dorsétiennes. Tout ça, c'est des ancêtres des Inuits. On parle d'occupation du territoire qui remonte à des millénaires. Là. Il y a des preuves archéologiques de gens qui sont passés par là, qui ont habité ce territoire-là, il y a 8000 ans. Là. C'est fascinant au final parce que l'endroit où est-ce qu'on a dormi ce soir-là, c'était littéralement un ancien village. Chaque roche du paysage faisait partie d'un vestige de maisons semi-souterraines, de types d'habitation qu'on ne connaissait pas, de cercles de tentes, d'orsétiens. C'était capoté. Je ne trouve même pas les mots maintenant pour décrire ça. Tu sais, tu es là. Les Inuits ne vont même pas jusque-là parce que ça coûte trop cher, se rendre là en bateau à moteur. Ça coûte trop cher de gaz. Il n'y a juste personne qui va là. Tu es sur un ancien village Inuit. Puis tu te dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que ces vestiges-là existent? Tu sais, fait que là, tu prends des photos de tous les angles du côté, tu lèves le drone, prends des photos aériennes. Tu sais. On ramène ça à Québec, on envoie ces données-là au gouvernement du Labrador. Ils nous ont confirmé que ce site-là, en particulier, n'avait jamais été découvert. Tu sais. Dans une expédition de canot, on a découvert des sites archéologiques qui n'avaient jamais été répertoriés avant par les équipes professionnelles. Tu sais. Puis là, je dis des sites, c'est parce que ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que ça, c'est une des nuits qu'on a passées sur les 20 nuits sur la côte. Mais les 20 jours, on a vu des sites archéologiques. Ça prouve qu'il y avait une occupation très étendue tout le long de cette côte-là. Maintenant, les villages, tu sais, tous les Inuits sont dans 5 communautés au Labrador. That's it. Parce qu'il y a une politique de sédentarisation violente, très traumatique pour les Inuits dans les années 40, 50, 60. Qui ont fait en sorte qu'on les a condensés dans plein de villages, dans 5 villages. Auparavant, il était nomade, là, ce monde-là. Là. Tu sais, quand tu es au secondaire, dans tes livres d'histoire, ça a l'air tellement abstrait. Tu sais, on parle d'autochtonie, on parle de vie nomade sédentaire. Tu sais. Mais là, tu as les 2 pieds dans l'histoire. Là. Puis ça, il n'y a pas de prix pour ça. Tu sais. Je dis qu'il n'y a pas de prix, mais oui, il y a un prix. C'est le danger. Parce que oui, c'était téméraire aller jouer par là-bas. Il y a des ours polaires au pouce carré. En 3 semaines, on en a vu 10 quand même. Là. Je ne parle pas d'écureuils, là. Je parle d'ours polaires. Tu sais, le feeling que tu as quand tu vois un ours polaire, peu importe la distance, c'est que c'est un problème. C'est un grave problème dans ta journée. Tu sais. Ça peut virer, ça peut tourner au vinaigre en un claquement de doigts. Tu ne sais jamais quand ça va finir. C'est le plus gros carnivore terrestre. Je veux dire, ça peut peser 800 kilos, là, un ours polaire. Là. Un mâle, là, ça peut mesurer 3,5 mètres de haut sur ses 2 pattes. C'est fou, là. C'est des monstres, là. Ça commande le respect. C'est quoi la réaction des ours polaires vis-à-vis des humains là, quand vous les croisez ou justement qui shake des cabanes? Bien, excellente question. La réaction des ours polaires, c'est nous, on a tout le temps eu des... T'sais, on n'a jamais eu ce qu'on appelle un close call, où est-ce que là, il faut vraiment se défendre de façon agressive. Disons, ça a tout le temps été de la défense préventive. Nous autres, on a eu 3 soirs en particulier où est-ce que ça aurait pu virer très mal, c'est-à-dire des ours polaires qui viennent nous voir à la tente pendant la nuit. Fait que là, tu ne sais pas trop pourquoi il vient. Il vient-tu pour boire de l'eau dans le ruisseau d'à côté ou il vient pour te manger? Tu sais, le principe de précaution, tu dis il n'est pas là pour venir te chanter une berceuse. Là, fait que, mais sa réaction, au final, c'est juste qu'ils sont curieux. Ils viennent voir ce qui se passe. Puis là, dépendamment de toi, comment tu agis face à lui, il va prendre une décision, à savoir ça a l'air fucké, ça ne ressemble pas à un fuck, je vais partir, je vais le laisser tranquille. Ou hey, ça a l'air bon, je vais essayer de les bouffer. Nous autres, comment on agissait, c'est que quand on les voyait partir de très loin, on faisait du bruit, on les insultait. Ça serait tellement drôle d'avoir des vidéos de ça, on n'en a pas parce que c'est comme les pires moments pour faire tirer ta GoPro, mais c'est ça au final, c'est juste de faire très gros, avoir l'air impressionnant, montrer que tu es plus grand que lui, etc. T'sais. Puis au fond, après ça, c'est juste lui faire peur en tirant des cartouches à blanc, faire du son, tirer des fusées qui crépitent, etc. Puis d'habitude, il partait comme ça. Mais il revenait parfois quand même. T'sais, jusqu'à 3 fois la même nuit. T'sais. Fait que là, je veux dire, c'est vraiment stressant. Là, t'sais. Ça nous obligeait à faire des vigies, des tours de garde tout le temps, à chaque nuit, pendant 3 semaines. On gardait un gars qui était réveillé à tour de rôle. Et là, t'imagines, tu es
à une place où est-ce qu'il y a peut-être jamais personne comme, qui a mis les pieds. Littéralement, tu es assis sur une roche, puis la dernière personne qui est venue ici, c'est peut-être là, comme 50 ans, tu sais. Puis tu regardes l'horizon, il est 2 heures du matin dans le noir, il fait noir comme dans le cul d'un ours, puis tu scrutes l'horizon pour voir s'il n'y a pas un ours polaire qui va venir, tu sais. Puis là, tu as un filet à mouche d'en face, puis tu as ta lampe frontale éteinte, parce que sinon tu ne vois rien, parce que ça fait juste un halo de lumière, puis tu vois pas, tu n'as aucune vision périphérique. Tu n'as pas de feu parce qu'il n'y a pas de bois, puis il y a du friment à terre. Tu es comme le 25 juillet, tu sais. Au final, on a essayé de trouver du sommeil au moment où est-ce qu'on pouvait. Fait qu'on s'alternait tout le temps pour aller faire des siestes, le midi, le soir, en arrivant à notre site où est-ce qu'on décidait de camper, etc. Puis là, je vous raconte la fin de mon expédition de 2018. Cette fois-là, en fait, on arrive à près une centaine de kilomètres du village de Nain. Et plus qu'on se rapproche du village, plus qu'il y a des cabanes, hein, parce que les gens, ils ont quand même des camps de chasse autour du village. Et là, on arrive à cette cabane-là, puis on se dit, « Hey! Il y a 4 murs, un demi-toit arraché. Si on dort dedans, on peut se permettre de ne pas avoir à faire de tour de garde. Donc, à faire une nuit de plus que comme 4 heures de suite. » Fait que là, on se dit, parfait, on se donne 1 heure, on se prend 1 heure pour barricader ça puis le rendre polar bear proof. Fait que là, on sort un meuble, on le met là. Vous pouvez voir le système d'alarme ultra techno. Si l'ours il accote ses pattes, ça va faire tomber à la chaise, on va se réveiller. Tu es dans un autre mindset complètement, tu veux juste du sommeil. T'sais. Et ce matin-là, c'est le dernier matin d'expédition, on est à 70 km de la fin. Et là, on dort à une cabane où est-ce qu'il n'y a personne. C'est écrit If you're in trouble, get in, use the beds, make a fire, mettez-vous à votre aise. Puis là, on rentre là, on se fait un repas, on n'attend pas bête, on chill dans le shack. T'sais. Puis là, à un moment donné, j'étais à côté dans le shack, sur le bord du mur. Il y a une fenêtre ouverte derrière moi, puis là, j'entends bzzz. Là, je me dis, c'est quoi, c'est une mouche, c'est un insecte, tu sais. Je me retourne, bzzz, je vois un bateau à moteur qui s'en vient. Fuck! Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà été en bobette chez quelqu'un pendant qu'il n'est pas là, puis que cette personne-là arrive. C'est un peu malaisant. Surtout que tu ne parles même pas la langue. C'est comme, le moment est parfait. Finalement, les deux, ils arrivent là, c'est un couple super gentil, nous font à bouffer, nous racontent leur vie. Vraiment une super belle rencontre. Et le lendemain matin, on se réveille en catimini. On sort du shack pour ne pas les réveiller à comme 5 heures du matin pour partir très tôt, pour éviter le vent. Que le vent se lève vers midi là-bas sur la mer, donc on pagaille tout le temps le matin très tôt. Et là, qu'est-ce qu'on voit pas sur le bord de la berge en train de taponner après nos canots? Un ours polaire. Là, on capote, on se dit là c'est pas vrai qu'on va encore passer 2-3 jours dans ce territoire-là. On n'était plus capable, à bout mentalement, à bout physiquement. On s'est dit, aujourd'hui, on clenche la dernière journée. Et on l'a clenché. On a fait 70 km de canot dans la mer. Ça nous a fait comme 14-15 heures de canot non-stop, pratiquement. C'est une journée, c'est la plus grosse journée de ma vie, je pense, là, en termes d'effort physique. Puis c'est ce qui a mis fin à une expédition de 65 jours qui nous a amené à faire des dizaines de conférences, quasiment 80 conférences dans les écoles, aux primaires, secondaires, dans les cégeps, dans les universités, même au ministère de l'Environnement, dans les centres de personnes âgées. On s'est fait inviter à des plateaux de tournage, à des comme, je sais pas, plein d'entrevues. C'était vraiment enrichissant de pouvoir partager ça parce que pour la première fois de notre vie, on avait des belles images de nos expéditions. Au final, se donner autant de troubles, tu sais, il y en a de la misère, là, du portage, du bushwalking avec des canots, portager dans la glace. Mais quand on finit une expédition comme ça, on est comme détraqué. On est junkie, on vit dans un autre monde parallèle. On est habitué d'être pleinement engagé dans un effort constant. Que tu te mets à rêver immédiatement à tes prochains trips. Puis je suis sûr qu'il y en a qui savent de quoi je parle. C'est la même chose quand tu reviens de voyage. Tu as comme un moment où est-ce que ta vie perd son sens, on dirait des fois, où tu peux vraiment te perdre là-dedans. Puis au final, la solution facile, c'est de remettre à te faire d'autres projets. C'est ça, on devient comme accro. Puis au final, en revenant de cette expédition-là, on s'est dit, hey, pourquoi? Tu sais, là, on a vu la pointe sud de cette chaîne de montagnes-là, la cordillère arctique, mais il y a aussi toute la partie au Nunavut qu'on pourrait aller voir. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Donc on s'est dit, on va aller traverser la cordillère arctique par nos propres moyens. On s'est dit ça. Jusqu'au moment où on rencontre cet homme-là. Ce gars-là s'appelle Noah Nogassak, qui vient du village de Nain, c'est un Inuk.
Et il a un diplôme universitaire en guide, en fait, de guide de tourisme d'aventure, guide d'expédition. Et son projet final de bac, c'était de monter un projet d'expédition. Donc, il s'est dit, moi, je vais faire ça en grandeur, je vais planifier la traversée du Canada du sud vers le nord, en kayak puis en vélo. Le gars, on le rencontre, tu sais, lui, il capotait dans sa communauté de voir 4 taouins retentir des ours polaires, tu sais, les cernes jusqu'à la bouche, tu sais, épuisés. Là, on est comme, hey man, how are you? Puis là, il dit, là, on se met à parler, tu sais, puis lui, il a fait des super beaux trips en kayak de mer aussi. Puis là, on se met à partager nos expériences. Puis là, à un moment donné, il est à côté avec une bière, puis il nous dit, well, if you guys really want to do something that's never been done before, you gotta cross Canada. Là, on est comme, that's it, man. Fucking right. Fait que là, on s'est mis à rêver à ça, on s'est mis à le planifier. Le gars, on revient à Québec, le gars m'envoie ses documents de sécurité, ses documents de logistique, le budget qu'il avait planifié, etc. Là, on regarde ça. Puis finalement, la façon la plus réaliste de le faire pour nous, c'était du nord vers le sud, et non pas comme lui l'avait planifié, du sud vers le nord. Donc, c'est ce qui donne finalement, on fait 3 mois de ski, 2 mois de canot, puis 1 mois de vélo. Tu sais, j'en parle, puis c'est encore vraiment abstrait. Je ne veux comme pas croire que je m'en vais faire ça. Au moment de notre discussion, Nicolas n'avait toujours pas accompli l'expédition. Je vous confirme toutefois qu'elle a été accomplie avec brio en mars 2021. Et pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur leur site web expéditionaccord.com. C'est vraiment... il nous manquait beaucoup de connaissances pour faire ça. Ça, c'est il y a 2 ans. Puis en 2 ans, on a gagné beaucoup de connaissances théoriques puis pratiques sur le terrain. Entre autres, grâce à un gars qui s'appelle Jacob. Jacob Racine, qui est une légende du ski au Québec. Il est plus vieux que nous autres. Il a fait des trips incroyables. Entre autres, son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir traversé le Québec en ski de Montréal jusqu'à Coudjouac en 2014. C'est une expédition légendaire. Pour vrai, ça a été fait 2 fois. La première fois en 80, puis la deuxième fois en 2014. C'est lui qui avait monté le projet. C'est lui qui l'a rêvé, qui l'a planifié, puis qui l'a fait avec 3 de ses amis. Ils ont traversé des territoires très diversifiés. Ils ont vécu de la grosse misère, comme tirer ton traîneau dans des situations pas possibles, skier sur des rivières à peine glacées ou en train de dégeler, des engelures, etc. Donc, lui, il nous a appris beaucoup. Donc là, je veux juste vous présenter comment ça va se passer concrètement en expédition. Pour la partie de ski, en fait, vous pouvez voir l'endroit de où est-ce qu'on part. On part d'une base météo qui s'appelle Eureka et on se rend jusqu'à la communauté de Resolute Bay. Donc ça, c'est le premier segment de ski, c'est 800 km. Et ça, c'est le deuxième segment de ski, en fait, pour se rendre jusqu'à Joe-Haven dans le passage du Nord-Ouest. Donc, concrètement, c'est ce qu'on appelle du manholing. Les premières expéditions en Arctique puis en Antarctique, c'était beaucoup des Norvégiens qui ont développé les manières de progresser dans un territoire en ski l'hiver. C'est ce que Scott, qui a fait une expédition légendaire en Antarctique dans les années 1910, a appelé justement le manholing, qui est de se servir de la force humaine pour vraiment tirer son matériel. Il y en a qui se servaient de chiens de traîneau comme ça aussi. Les deux se font, mais on préférait le faire en tirant notre propre matériel. C'est souvent des plaines, en fait, des plaines enneigées très glacées. Donc, des fois, c'est très facile de skier là-dedans. Ça va bien. Il y a un bon pace. On peut faire du 2-3 km/h. Quand ça va bien, c'est du 3 km/h. Fait qu'on parle de 18 à 22 km par jour. 25, ça va vraiment bien. On prend des pauses régulièrement, tout le temps, à toutes les heures et demie, pour s'occuper de nos ampoules, manger un peu, boire de l'eau. C'est super important pour garder une constance. Nos luges pèsent environ 250 livres. Ouais. Souvent, on a de la glace comme ça, des plaques de glace, où là, ça, c'est plus difficile parce qu'on a moins de grip avec la glace. Donc, on est plus instable. Des fois, on a ce qu'on appelle les sastrugies, des formations de neige, de glace formées par le vent, en fait. Puis ça, c'est super, super dur. Ça peut être dur comme du béton, là. Puis traverser ça, des fois, ça demande beaucoup d'efforts physiques. On a des crêtes de compression comme ça, qui sont des failles, comme des plaques tectoniques qui s'entrechoquent. Il faut traverser ça. Ça demande quand même une petite logistique parce que souvent, ça implique de contourner des journées entières, là, des failles comme ça. Donc, ça rallonge beaucoup le parcours. Ce qu'on appelle des whiteouts, c'est quand tu vois juste rien. Fait que là, tu navigues au GPS et à la boussole. Toute la journée, tu vois rien, rien. Là. Et de la glace bleue comme ça peut être stressant aussi parce que tu vois que l'eau est comme à 1 mètre en dessous de toi. Là. Puis là, c'est pas fake. Là. C'est comme l'océan. Tu as 3000 km d'eau en dessous de toi. Là. Mais parfois, justement,
tu as de la slotch. Fait que, ça, c'est les deux extrêmes. La glace bleue comme ça, super solide, ou de la slotch, où là, tu peux t'enliser comme un skidoo qui s'enlise. Tu te mouilles toutes tes bottes, tu te mouilles tes bas, tu mouilles la luge, tes skis. Là, c'est un barda à ramasser, à nettoyer. Ça peut vraiment virer. Là, la situation peut changer du tout au tout en 2 secondes. Évidemment, il y a Nanook, les ours polaires, encore une fois. Il y en a quand même où est-ce qu'on va aller, mais moins que où est-ce qu'on était il y a 2 ans en termes de densité. Où est-ce qu'on était il y a 2 ans, c'était la plus grande densité d'ours polaires au Canada. Là. Il y en avait au pouce carré. Là-bas, ça va être un peu moins pire, mais quand même, il faut avoir tous les moyens de prévention et de défense. On a des alarmes, on a des balles à blanc qui servent à les effrayer, non pas à les tuer. On a une arme à feu, évidemment, on a un 12. Mais l'arme à feu, ça te garantit juste d'être pas sûr à 100% de mourir, dans le fond. Des moyens de communication très variés. On peut même texter à partir de la tente, GPS, boussole. On amène un drone pour documenter l'expédition. Et tout ça, on charge ça avec l'énergie solaire. Il faut gérer l'énergie solaire constamment, sortir le panneau rangé, le sortir, le ranger. On peut le mettre sur un canot comme ça, mais on peut aussi le mettre sur nos traîneaux. Quand on arrive le soir même, parce que souvent, ça va être le soleil pendant 24 heures pour la majeure partie de l'expédition, on fait recharger nos instruments électroniques avec la lumière de minuit pendant qu'on dort. Et pour ceux qui font du camping dans la vie, c'est vraiment dépaysant de faire du camping l'hiver comme ça, parce que ton site de camping, là, c'est juste ta tente. Là. Il n'y a rien. Là. Ta tente, tes luges, that's it. Tu n'as pas de feu, tu n'as pas de corvée de bois à faire, tu n'as pas une corde à linge avec tes bobettes qui sèchent au vent. C'est comme ton petit cocon avec tes 3 amis, tes 2 amis avec lesquels tu connais toutes ces personnes-là. Là. On est 3 pour la partie de ski, la partie de canot, on va devenir 4. La tente, c'est niaiseux, mais il faut la fixer avec des vis pour être sûr qu'elle ne décolle pas au vent, etc. C'est plein de détails. Ça crée beaucoup d'humidité quand tu es 3 dans la même tente, avec tout ton linge, te suer pendant le jour. Les brûleurs fonctionnent aussi, parce qu'on fait fondre tout le temps de la neige puis de la glace pour pouvoir boire. C'est notre seul moyen. Il n'y a pas de bois. Là. Il y a pas de... T'es dans l'Arctique, là, dans le Haut-Arctique, il n'y a aucun autre moyen de te réchauffer que ton propre corps, la chaleur que tu dégages toi-même et les brûleurs. Ensuite, la partie de canot, ben là, il y a un moment où est-ce qu'effectivement, on se met à remonter des rivières en canot, à en descendre d'autres. Donc, la première partie, c'est on part du passage du Nord-Ouest en canot, on descend une rivière qui s'appelle la rivière Back et la rivière Tellen, qui sont des rivières légendaires, et on arrive au village de Baker Lake, qui est le centre géographique du Canada. C'est l'endroit qui est équidistant de toutes les côtes canadiennes. Donc, c'est assez flyé. On passe par là, par hasard, en fait, juste parce qu'il y a une communauté inuit qui est là. Et la deuxième partie de canot, on se rend jusqu'à Saskatchewan, jusqu'aux premières routes forestières. Donc, mon ami Jacob quitte l'expédition. Et là, j'ai 2 amis de très longue date qui viennent me rejoindre, Étienne Desbois et Philippe Vogel, qui a guidé beaucoup d'expéditions aussi en canot. On part en tirant nos canots sur la glace pendant plusieurs centaines de kilomètres dans l'océan. Après ça, c'est sûr qu'il y a des moments comme ça où est-ce que tu tombes dans la glace ne te supporte plus. C'est à partir de ce moment-là que tu te mets à pagayer, justement, quand la glace se fracture dans la débâcle. On remonte des rivières beaucoup. Donc, comme je disais, on marche, on portage. Mais tu sais, c'est des paysages incroyables quand même. Là. C'est un super beau décor pour forcer. Et finalement, on arrive en vélo et là, on se tape toute la fin du trajet, donc 4000 km en vélo, à partir du nord de la Saskatchewan jusqu'au sud du Canada, au sud de Toronto. Et là, en fait, je n'ai pas encore de photos de ça parce que je ne fais pas de vélo dans la vie. Fait que j'ai rien à montrer. Mais après, on a fait 4000 km en territoire d'ours polaire, de remontée de rivière en canot dans la glace. Honnêtement, le vélo, c'est le moindre de nos soucis. Puis ça va vraiment être comme juste la fin de l'expédition. Ce qui est fou, c'est que faire 4000 km en vélo, ça va nous prendre environ 1 mois, maximum 1 mois et demi. T'sais. Mais faire 4000 km en ski, c'est comme 6 mois. T'sais, c'est vraiment pas les mêmes échelles de temps. Au final, c'est que c'est bien beau rêver à ça, planifier une expédition de même, mais toujours faut-il savoir comment le faire d'un point de vue pratico-pratique, logistique. Il faut se faire dropper à l'endroit le plus au nord, au Canada. Là. Il n'y a pas de village, là. Il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de base météo, il n'y a rien. C'est un petit avion qui va te porter sur la banquise. Le billet d'avion coûte 20 000 $ juste pour se rendre là-bas.
Puis ça, c'est à partir de Resolute Bay, qui est déjà dans le nord. En tout, des billets d'avion, on a comme pour 50 000 $. Tu sais, le budget de cette expédition-là, là, si on n'avait aucun matériel, qu'on partait de zéro, ça vaut environ 250 000. Mais on finance ça avec des demandes de commandites, des demandes de subventions, on fait des retours visuels, on fait des publicités, etc. C'est majoritairement de là qu'on tire les fonds de l'expédition. Le 250 000, je veux dire, ça, c'est la valeur de l'expédition, incluant la bouffe, les vêtements pour 3 sports différents. Tu sais. Il faut avoir du linge pour un écart de 75 degrés. Tu sais, c'est fou là, quand même. Tout ça dans la même expédition. C'est aussi des ravitaillements à des endroits très reculés, des communautés inuites, des communautés d'aînés dans le nord de la Saskatchewan. Puis ça, je veux juste mentionner, en fait, c'est super important pour moi de préciser que là-bas, on n'est pas chez nous. Ça doit être un territoire fédéral canadien. Je veux dire, il faut que tu demandes la permission pour aller là-bas. Il faut avoir le consentement des communautés locales pour se pointer là parce que le territoire fait partie de leur identité et c'est pas juste le lieu où ils vivent. C'est qu'est-ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont passe par le territoire. Donc, si tu passes par le territoire sans leur consentement, c'est pratiquement comme un viol, littéralement. Là. C'est comme ça que c'est perçu. Il faut vraiment s'assurer que c'est correct avec eux autres, puis s'assurer qu'on laisse une trace positive quand on passe par là et non pas négative. Là. C'est primordial aussi de reconnaître que c'est vraiment chez eux. C'est l'Inuit Nunangat qu'on appelle, c'est ce territoire au nord du Canada, en fait, qui est occupé par les populations autochtones, les populations inuites. C'est l'Inuvialuit qui se trouve au Yukon, c'est le Nunavut au nord de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta. C'est le Nunavik, puis c'est le Nunatiavut. Ça a l'air nono, mais tu sais, nos traîneaux, là, ils sont fabriqués en Norvège. Ces traîneaux-là valent 5 000 $ chaque. Il faut imaginer combien ça coûte, là. Ça monte vite, là. Puis ça va laisser ça pendant 9 mois dans une communauté, puis les canaux vont nous attendre là-bas. Tu sais, c'est une logistique très complexe. Quand c'est rendu que tu mélanges tes pinottes avec des skis et des pagaies, c'est parce que tu sais que tu t'en vas pas un après-midi au spa. Tu as besoin de calories. Là. Faire acheminer nos canaux jusqu'à la communauté de Joey Haven, dans le passage nord-ouest, ça prend environ 1 mois et demi de bateau. Tu sais. C'est des entraînements. On se pratique à tirer des charges très lourdes pour vraiment reproduire la mécanique de quand tu tires un traîneau ou quand tu tires un canot sur la glace. Là, je me suis entraîné aux îles de la Madeleine cet été. On se prend des espèces de pneus ou des plateaux. Là. Ça, c'est des plateaux qui servent à tenir les pancartes de construction que j'ai volées. Puis ça pèse 50 livres, tu accroches ça après un mousqueton, puis tu pars t'entraîner avec ça. Je voulais savoir, ça t'a pris combien de temps pour t'entraîner, pour faire ton premier voyage? C'est le résultat de peut-être 6-7 ans d'expédition. T'sais, on a été moniteur d'expédition dans les camps de vacances. Mes amis ont été guides plus professionnels aussi. On a fait des expéditions par nous-mêmes après ça. C'est surtout prendre du poids, prendre du gras, prendre de la masse musculaire. Petit McDo de temps en temps, c'est ça. Pas niveau entraînement, mais niveau préparation. Combien de temps? C'est 2 ans, voire 3 ans. Là. Puis on fait ça, je veux dire, c'est mon passe-temps. Là. Je fais ça dès que j'ai du temps de libre, je fais quelque chose en lien avec l'expédition. J'ai une blonde, c'est ça le pire. Ouais, mais comme moi, elle tripe sur les expéditions, elle tripe sur les... C'est une voileuse, là, puis non, c'est ça. Elle comprend très bien les raisons pour lesquelles on fait ça. Puis ça, c'est essentiel, d'ailleurs. Partager ta vie avec quelqu'un qui comprend qu'est-ce que tu fais. En fait, c'est elle qui personnalisait une partie d'équipement, des vêtements, parce que justement, on a besoin d'équipements qui n'existent même pas. T'sais. La veste que je porte là, noire, c'est une veste qui me sert à garder toutes les batteries de nos équipements électroniques au chaud quand on skie, pour pas que ça gèle, pour pas que ça se décharge. Tu sais, ça, là, ça se vend pas vraiment, là, une veste faite pour ça. Là. Il a fallu la faire sur mesure, puis tu sais, c'est ça. Des formations de sauvetage sur glace. Tu sais, ça, c'est des formations que les pompiers prennent pour des situations extrêmes. Tu sais, puis nous, on prend ces formations-là, puis c'est super stimulant. Oui, question? J'avais une question concernant les territoires des Amérindiens. Est-ce qu'ils ne peuvent pas vous donner des bons conseils pour vous déplacer dans des territoires qui étaient quand même leurs ancêtres? Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Vous êtes inspiré de leurs expéditions? C'est sûr. Tu sais, nous autres, des fois, on appelle ça des savoirs traditionnels. En fait, les Inuits les appellent, je ne connais pas le mot en Inuktitut pour dire ça, mais ça veut dire les territoires ancestraux qui sont encore utiles aujourd'hui. Puis il y en a beaucoup de ces savoirs-là, à savoir juste
comment évaluer la qualité de la glace pour passer en skidoo. T'sais. Je veux dire, ils ont beau être en moteur le 3/4 du temps, fait qu'en bâton moteur l'été, en skidoo l'hiver, ils sont badass. C'est badass qu'est-ce qu'ils font. Là. Je veux dire, ils s'en vont vraiment très loin dans la banquise là, pour chasser le phoque. Là. Ils font des affaires que, je veux dire, nous, on est zéro capable de faire. Là. Réparer ta motoneige à moins 50 dans un blizzard, je veux dire, c'est des affaires de fou. Là, puis oui, ils ont vraiment du savoir très spécialisé, très technique sur les conditions météo, le climat, la glace. Il faut vraiment leur poser des questions. C'est plus qu'un outil, c'est essentiel, vraiment, vraiment. Ça, c'est l'équipe de recherche qui nous encadre d'un point de vue de médecine, de kinésiologie. On fait en fait l'objet d'une recherche sur les dépenses énergétiques en conditions climatiques hostiles. On calcule la qualité de notre sommeil, notre dépense énergétique, comment on se sent. Ça touche à la santé mentale, ça touche à la santé physique, à la physiologie, comment on se sent. Un autre aspect en fait, de l'expédition, c'est une recherche en écologie forestière. Ce qu'on fait, c'est en fait, on reproduit le même protocole de recherche qu'on avait il y a 2 ans. On le reproduit sur la limite des arbres qui se trouvent au Nunavut et non pas au Nunavik comme la dernière fois. Donc, concrètement, c'est au moment où est-ce qu'on va passer à la limite des arbres au nord, on va se mettre à prendre des carottes dans les arbres, des épinettes noires, retirer des échantillons de ces arbres-là et les ramener à l'Université Laval, calculer les cernes de croissance, peut-être même faire des analyses sur les propriétés chimiques, la composition du bois en tant que tel, pour essayer de mieux comprendre, en fait, c'est quoi le rôle des changements climatiques comme facteur dans la pousse des arbres. Autrement dit, vulgarisé, c'est est-ce que le réchauffement du climat dans le Nord aide les arbres à pousser ou est-ce que ça leur nuit? En gros, c'est ça le projet de recherche qu'on fait. Et à date, les résultats, c'est vraiment intéressant. Ça s'apprête à être publié, justement, puis c'est vraiment contre-intuitif, les résultats. Donc, les températures tendent à augmenter depuis les 50 dernières années, sauf que la croissance des arbres, elle, diminue. Donc, quand je disais contre-intuitif, c'est ça, c'est que là-bas, les épinettes ils ont une durée de pousse d'environ 5 semaines. C'est rien comparé à ici. Là, donc, ils n'ont vraiment pas beaucoup de temps pour croître. Dès qu'il y a, même s'il y a un réchauffement du climat qui allonge un peu la durée de pousse, il y a plus de perturbations climatiques, donc d'irrégularités, qui font en sorte que ça nuit à la pousse des arbres, au final. On parle, par exemple, de sécheresse, d'irrégularités dans les précipitations, de neige, de pluie. On parle de perturbations anthropiques aussi, dans des régions où il peut y avoir, par exemple, des industries minières, des industries forestières plus au nord. Donc ça, c'est toutes des raisons qui peuvent faire en sorte que les arbres poussent moins, même si la température augmente. Puis ça, c'est assez préoccupant quand même. C'est ça, en fait, c'est la fin de la présentation sur ma prochaine expédition. Fait qu'on peut discuter, prendre une petite bière, puis that's it. Merci de m'avoir écouté. Merci, Nicolas. Ce projet a été possible grâce à la collaboration de l'Association de mise en valeur du secteur Tourelle Ruisseau-Castor ainsi que l'Auberge Festive Sea-Chap. Je remercie énormément tous les autres partenaires, soit le Centre local de développement ainsi que la Caisse populaire des jardins de la Haute-Gaspésie, le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Family Prix Extra de Saint-Anne-des-Monts, le Centre de production cinématographique Parallœil de Rimouski, ainsi que le mouvement de mobilisation Nourrir notre monde. Fait que rendez-vous au prochain épisode pour la deuxième partie de cette émission passionnante avec Nicolas Roux.